C'est au pas petit. faux. De toute façon, tu m'as dit un jour, quoi qu'il en soit, Bury Vélodrome, c'est goal ou assist. Bienvenue chez toi Bruno et bonjour ou bonsoir à tous les amis. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison après un repos bien mérité. Pour les attitudes de retour du stade, vous l'avez entendu cette semaine, on a twisté un petit peu le format puisque cette saison qui est placée sous le signe du pouvoir de l'amitié, ce n'est plus J'irai débrief chez vous mais RDS débrief chez vous. On change pas l'essentiel, un débrief à chaud après les matchs présenté par Max ou moi. Et désormais, vous aurez la chance d'avoir aux côtés du présentateur Opti ou Alba selon les matchs. Opti était de retour au stade dans son virage fétiche. Je pense qu'il n'aurait pas eu la voix pour assumer le débrief. Donc on a Alba. Alba qui, comme vous l'avez entendu cette semaine, est déjà très, 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 très en forme et qui confirme sa légende dès la journée numéro 1. Il a voulu marquer d'une pierre blanche tout de suite et rappeler qui était qui, avec une prédiction distillée en début de semaine sur Guiri au Vélodrome qui a encore fait mouche ce soir. Ah. Bonsoir Alba, comment ça va? Bonsoir Younes, bonsoir Nourdine, bonsoir à tous. Écoute, ça va toujours. Avant, je disais lendemain de victoire ou semaine de victoire. Là, c'est soir de victoire. Écoute, ça va. Une belle première. Et j'avais prévenu. Moi, je parie pas, mais j'ai annoncé Guéry Vélodrome. C'est combo gagnant, quelle que soit la configuration. Ça marche toujours. Et ça a bien marché, malgré une première mi-temps, voilà, mi-figue, mi-raisin, on va dire. On en reparlera de ça. On en reparlera, mais ouais, content d'être là et c'est toujours mieux, soir de victoire. Clairement et je me rappelle encore de l'année dernière où on avait débriefé ensemble à J3 ou J4, en tout cas c'était contre Lorient. Je me rappelle très bien, tu nous Ouais, avais parfaitement éclairé ouais. sur Wea et je me rappelle encore de tes prédictions qui se sont vérifiées tout au long de la saison. J'avais dit à l'époque, que je connaissais 2 personnes dans le football français qui savaient prédire, un match à la hauteur de ton talent. C'était toi et Roland Courbis, paix à son âme. Il reste plus que toi, Alba, donc Bon, j'espère que j'aurai encore quelques années en plus quand même. bah, je te le souhaite, mais du coup la charge est lourde parce que tu dois jouer pour 2 maintenant. Ouais. Et notre invité ce soir, parce que c'est quand même ça l'essentiel de cette émission, hein. On aura, comme l'année dernière, de beaux invités. On va commencer avec l'attraction de l'été. Il nous fallait quelque chose de clinquant pour commencer. On n'est pas comme l'Olympique de Marseille. On n'allait pas arriver, comme ça, nouvelle saison sans recrue. On a pris, l'insider mercato de cet été, le compte à suivre pour vos rendez-vous du lundi soir, mais aussi des après-matchs pour les réactions à chaud des joueurs en zone mixte et des conférences de presse. C'est l'ami Nordine, alias l'Instant N. Bonsoir Nordine, comment ça va? Bonsoir l'équipe, un plaisir. Non, ça va très bien c'est bien parce que du coup, même si, j'ai parlé beaucoup de mercato, mais c'est bien parce que ce soir on va parler uniquement, bah, j'espère, qu'on va parler beaucoup de terrain et de jeu parce que du coup tu Théorie. pas d'arrivée, donc du coup tu fais avec ce que tu as et la tambouille, pour l'instant, pour ce premier match, a bien prise, du côté de Genesio, donc c'est sympa, ouais. Ouais et pour l'ironie du sort, ou pour la petite histoire, on avait commenté ensemble l'année dernière dans J'irai débrief chez vous, l'OM C'est vrai, Strasbourg, c'est Nordine. vrai. Pas le même Donc c'est contexte. pas le même contexte et effectivement, il y a un peu plus d'enthousiasme ce soir. On n'a Et pas eu surtout des que c'était le premier match, où tu avais pas De Zerbi sur le banc, tu vois? Et exactement. Là c'était Pancho qui faisait le match et tu avais ces premiers matchs où les supporters assument clairement, enfin leur désaccord avec la direction et font la grève, tout ça. Donc c'est vrai que c'était pas bon, exactement. on n'en est pas si loin avec les banderoles qu'on a vues au début du match. Donc cette victoire, elle est loin d'être anecdotique, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'était pas le même contexte. Effectivement, on a eu un Vélodrome quand même assez incandescent ce soir et Ouais. qui faisait largement opposition au Vélodrome qui avait fait grève pendant 15 minutes ou une mi-temps, je me rappelle plus, Ouais, c'était 15 minutes, c'est ça. et on n'a pas eu d'erreur stupide d'Emerson en fin de match sur Gessim non plus. On a eu une victoire maîtrisée, on a eu un festival de buts. Je crois qu'on pouvait difficilement rêver mieux pour la première ovale de Bruno. Je dis ça en vrai sans être convaincu parce que j'ai un avis un peu différent que je partagerai après. Juste là comme ça à chaud, je vous tends le micro à tous les 2. Comment vous vous sentez là après cette entrée en matière fracassante et ce bon début de championnat pour l'Olympique de Marseille? Franchement bien, hein. Moi, comme je l'ai dit au dernier épisode, j'ai commencé à regarder à partir de Bilbao. J'ai vu l'Atlético Madrid. Je voyais déjà des choses positives dans l'ensemble, au-delà des résultats, parce que c'est facile après des résultats de dire ouais, j'ai vu des belles choses. Mais même contre l'Atlético, moi, j'ai vu des belles choses.
trouve que le match, il a bien confirmé cette tendance, que tu es en mesure quand même cette saison de faire des bonnes choses, quoi qu'il en soit, que ça soit dans les bonnes périodes ou peut-être dans les plus compliquées, ben, tu seras toujours en mesure de montrer un visage positif. Et là, tu as montré un visage positif qui quand même, il y avait une adversité. Ça sera facile de dire, ouais, mais bon, Strasbourg, ils vont jouer 10e place, ouais, mais aujourd'hui, ils étaient probablement pas au complet. Donc, c'était une bonne adversité pour l'OM, surtout d'où tu viens. Et moi, j'étais content du match, et même, je pense, au-delà du résultat. Peut-être que si tu avais mis 2-3 buts, je t'aurais dit probablement la même chose. Nordine, même sentiment de ton côté? Non, c'est une très bonne chose cette victoire parce que je rejoins Alba. Elle est loin d'être anecdotique parce qu'il y a quelques semaines, si tu disais que l'OM allait gagner 4-0 son premier match face à Strasbourg, on n'y aurait pas cru. Oui, Strasbourg est une équipe qui a mal fini la saison dernière. C'est une équipe qui part le modèle de leur actionnaire Blue Co fait du trading, donc c'est l'histoire de vendre, 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 vendre pour se faire du cash. Mais l'équipe qui est alignée sur le terrain ce soir de Strasbourg, elle est cohérente. Cette victoire, elle veut quand même dire quelque chose parce que tu ne joues pas un adversaire qui est préposé. Tu ne joues pas le Mans, tu vois, mais tu ne joues pas le PSG ou l'Olympique Lyonnais. Tu joues cet adversaire qui est, on va dire, dans ton échelle de valeur, voire un peu en dessous, mais c'est un adversaire qui, justement, peut te permettre de savoir où tu en es. Et comme l'a bien dit Alba, tu joues Bilbao et tu joues l'Atlético de Madrid, où il y a de la cohérence. Et Bruno Genesio dit quelque chose de très intéressant. Moi, ça m'a marqué. Ça a marqué peu de monde apparemment, mais moi, ça m'a marqué quand il dit on sait ce qu'on veut faire et on sait où on veut aller. Moi, j'ai aimé cette phrase parce que il a assumé. À la fin de la préparation, t'en as qui auraient dit oui, on a encore beaucoup de choses à régler, on ne sait pas. Mais je trouve que les signaux et les messages sont positifs et ça s'est vu sur le terrain parce que on y reviendra sur le rouge, etc., etc. Mais je trouve qu'avant ça, avant ce rouge, au bout de 20 minutes, tu as quand même 5-6 situations, voire occasions franches. C'est qu'en vrai, au niveau du processus et de ce qu'il veut mettre en place, c'est bien. Mais moi, on en reviendra tout à l'heure peut-être. Je ne vais pas revenir sur le côté offensif. Moi, c'est sur le côté défensif. J'ai trop aimé ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que je vois, même tout au long de la préparation, malgré les erreurs individuelles. Collectivement, on a passé un cap, je trouve, défensivement sur ces 3 matchs qu'on a vus. Voilà. Ouais, il y a énormément de choses que vous avez dites et qui me donnent envie de rebondir. Donc, il va falloir que je me canalise pour qu'on tienne l'émission, que ça soit audible pour tout le monde, pour pas qu'on parte dans tous les sens. Je disais juste en vous posant la question que j'étais pas forcément d'accord parce que je disais hors antenne en discutant un peu avec Alba, je trouve que la victoire 4-0 est peut-être un peu trop cher payée et pour le coup à 2-0, je me disais que c'était parfait et que je voulais pas forcément, allez, je dis c'est très paradoxal, hein, je veux toujours que l'OM marque, mais que je voulais pas forcément plus de buts parce que Strasbourg était à 10 et que je savais que ça pouvait venir parce que j'ai pas non plus envie que ça soit une victoire en trompe-l'œil et Mais qu'elle ait est-ce un qu'au peu final, je vais te répondre par une un effet question. grossissant. Désolé, je te réponds par une question, Inès, mais est-ce Je que t'en prie. justement, est-ce que le 0-0 est pas mal payé aussi de la première période? Est-ce que l'OM ne doit pas au moins mener Alors, rapidement dans cette partie? Parce qu'il Ouais. y a des alors occasions très on franches va y quand venir. même. On va y venir pour le coup. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que le signal du 2-0 était parfait parce que ça faisait vraiment match maîtrisé. Ça ne mettait pas trop l'emphase sur un Strasbourg complètement dépassé parce que pour le coup, là, avec la victoire 4-0 de l'OM, quand tu lis un petit peu le match sous le prisme strasbourgeois, ça fait quand même écho à leur préparation. Ils ont pris des tartes et ils ont encaissé énormément de buts. Tu vois, tu peux être tenté soit de dire que Strasbourg n'était pas du tout au rendez-vous et comme tu le disais très très bien, pour moi c'est une équipe qui a de la qualité, hein, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Le problème c'est que l'effectif a été quasiment beaucoup renouvelé. J'allais dire quasiment entièrement renouvelé, peut-être pas tant que ça, mais beaucoup renouvelé. Et je pense que c'est une équipe qui vaut mieux jouer à la J1 qu'à la J17 ou à la J12 quand ils seront un peu plus rodés. Et pour le coup, côté OM, j'ai juste peur que il y ait un peu cette enflammade du mois d'août qu'on a connu beaucoup trop de saisons et j'ai pas forcément envie qu'on reparte encore dans une euphorie, etc. Alors qu'on a traversé déjà beaucoup de saisons comme ça, un peu déceptives sur la fin. J'ai envie vraiment et ça va dans le sens de ce que Genesio essaie de mettre en place, qu'on puisse avancer sereinement, calmement, sereinement, enfin, sûr de nos forces. Il y a un truc qu'il a dit, que tu as souligné, Nordine, que tu as bien aimé, et j'en ai un aussi de mon côté, c'était en avant-match, quand il expliquait un petit peu la bonne tenue de l'équipe contre l'Athletic Bilbao et contre Madrid. Il a dit, on a travaillé des choses et on va pas faire comme s'il n'y avait rien avant. C'est une équipe qui fonctionnait très bien jusqu'à janvier. On a essayé de capitaliser sur ce qui fonctionnait bien et d'ajouter également quelques éléments. Et je trouve que c'est un message très positif pour le coup de sa part parce que
là où Habib Beye ne voulait pas trop citer le prédécesseur, etc., était un peu mal à l'aise par rapport à ça. Je trouve que Bruno Genesio a parlé de ça vraiment de manière très confiante et ça permet un peu d'assainir ce qui s'est passé l'année dernière et de calmer un petit peu le tempérament négatif qu'il y a pu avoir sur la fin de saison avec des remises en question sur cet OM qui, à en écouter certains, ne rien allait, etc., alors que beaucoup de choses se sont quand même jouées sur des flips qui n'ont pas été en ta faveur. Ouais, je suis d'accord, moi, je suis archi d'accord parce que comme tu le dis et comme il l'a si bien dit, Genesio, il y a eu quand même une équipe avant janvier qui faisait des résultats sur un très bon rythme, qui a sorti, certes, qui a eu des soucis de régularité, mais qui a sorti aussi, comme je disais, notamment, je trouve, des pics de performance qui étaient plus qu'intéressant. On était au-delà de la simple équipe top 5 Ligue 1 c'était clairement la deuxième meilleure équipe du championnat avant que ça s'écroule parce qu'il y avait des pics de performance qui te montraient que cette équipe était en mesure de jouer certains matchs à un niveau de perf qui était excellent. Et c'est bien qu'ils capitalisent sur ça et c'est bien aussi bon, après par la force des choses, de relancer des joueurs, mais aussi de les mettre dans un contexte qui est beaucoup plus favorable où tu vois que bon, après, on va rentrer un peu plus en détail, mais qu'un Egan Riley, tu vois pas ses limites sur un match comme ça. Alors que typiquement sur un match comme ça, la saison dernière, Egan Riley, tu l'envoies, tu sais très bien que ça va être un match compliqué pour lui. Et là, tu as cette sensation qu'il est en mesure de faire un match plus ou moins OK, pas exceptionnel, mais tu le vois pas exposé, tu le vois pas dans la difficulté. Et ça, moi, je trouve c'est aussi parlant que tout ce que tu peux faire en termes de buts marqués, de production et d'etcétéra, c'est de voir des individualités que tu as vues l'année dernière en difficulté et aujourd'hui ne pas l'être. Bah, ça, je Mais suis mine de entièrement d'accord rien. et on y reviendra plus largement dans le juste pardon, on y Non, reviendra vas-y, largement vas-y, parce que vas-y, j'aime beaucoup vas-y. ce que tu dis dans le bilan collectif et dans les tops et les flops. Je pense que c'est un point qui va revenir et Nordine, du coup, je te tends le micro pour compléter ce que tu voulais ajouter. Non, non, je disais parce que on évoque justement cette transition, on va dire entre janvier, la fin de De Zerbi et là l'arrivée de Genesio. On va dire comme entre parenthèses Habib Beye par rapport au discours de Genesio. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir dans le très court terme la cohérence de ce qu'on a vu entre les matchs de préparation et la première journée de championnat. C'est vrai la préparation, les résultats, comme on dit, on s'en fout, mais il faut que ça raconte quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a raconté, ces matchs de préparation? Ces matchs de préparation, ils t'ont raconté que tu n'avais pas un 11 si faible que ça. C'est juste qu'il manquait clairement des joueurs à des postes, notamment le poste d'ailier droit, peut-être un poste de défenseur central, peut-être à d'autres postes, mais on va dire que ce sont les deux postes que les suiveurs de l'OM ont ciblés. Ça t'a raconté ça, il n'y a pas de souci. Mais toi, ça t'a raconté que toi, tu avais une équipe pour faire la différence et que tu as un entraîneur, tu parlais du discours, je le trouve très habile dans son discours parce qu'il a raison, c'est classe qu'il dit et c'est factuellement vrai, mais aussi comme tout entraîneur, il change des choses et l'animation défensive, ben ça n'a rien à voir. La manière dont tu amènes Strasbourg sur l'extérieur pour qu'il puisse à chaque fois dégager, jouer lent et boum après le pauvre Gessim qu'on embrasse qui a été en difficulté sur certaines situations, ben ça on voit que c'est travail et moi c'est ce qui m'a frappé surtout sur les matchs amicaux, c'est cette animation-là défensive qui a permis justement, comme l'a dit Alba, de mettre des joueurs à l'aise comme Egan Riley. Mais quand autour de toi, il y a un peu beaucoup, quand il y a des atermoiements, quand personne ne sait un peu son rôle et quand voilà, je trouve que là c'est plus compliqué. Donc mine de rien, cette victoire, elle est quand même à son crédit parce que dans les autres troubles, il a quand même eu un discours serein. Il a beaucoup parlé d'état d'esprit. Il a beaucoup parlé d'un groupe qui a adhéré. Et pour le coup, factuellement, ça a l'air d'être le cas. Et dans le jeu, attention, tu as raison sur le 4-0 qui peut laisser entendre que l'équipe va s'enflammer, etc., etc. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que les supporters, même s'ils risquent un peu de s'enflammer, ils savent que le mercato, il est ric-rac, donc du coup, tu vas pas vraiment t'enflammer. Et lui, en tant qu'entraîneur, c'est pas Genesio, avec toutes ces années d'expérience de Ligue 1, qui va s'enflammer. Et même les joueurs, en vrai de vrai, les joueurs 4-0, c'est vrai que ça t'amène du temps et de la légèreté dans ta manière de travailler et de bosser pour le match d'après. Mais en vrai, je pense que ce score-là ne va faire monter personne au rideau. C'est plus la cohérence et la manière qui a calmé tout le monde. Bah, ça fait 3 fois que tu emploies le mot cohérence, Nordine, et je veux insister dessus parce que pour moi, c'est vraiment le maître mot de ce qu'on a vu contre Bilbao, Madrid et encore ce soir. Si on me demande de décrire le match de l'OM à chaque fois en un mot, c'est cohérent. C'est-à-dire que, et on va l'aborder ensemble, j'ai
quand je regarde le match, je comprends ce que l'équipe veut faire. Je trouve assez clair et on va le détailler ensemble. Et ça a beaucoup de sens pour le coup. C'est un, on disait cette semaine de retour du stade que beaucoup classe un peu Genesio comme un entraîneur calme, proche des joueurs et qui leur laisse beaucoup de liberté. Et c'est un petit peu le pouvoir de l'amitié comme on en plaisantait en introduction. Mais je trouve que tactiquement, c'est un entraîneur très très abouti pour le coup parce que très rapidement sur la prépa, on a vu en place ce qu'il voulait mettre et encore ce soir, Hein. on comprend parfaitement là où il veut emmener l'équipe comme il le dit en conférence de presse. Je trouve que ça se retranscrit parfaitement sur le terrain. Alors c'est pas du football rock and roll ou du football hyper chatoyant comme peuvent l'être certains entraîneurs en Europe qui ont beaucoup plus la cote que lui. Mais pour le coup, je trouve que tactiquement, c'est très maîtrisé et on reviendra sur l'aspect défensif qui est, à mon sens, également l'un des gros points forts de cet OM-là. Pour le coup, on l'a vu en match de prépa et encore ce soir. Même quand l'équipe n'a pas le ballon, je trouve qu'il y a une forme de sérénité qui se dégage et tu as commencé un petit peu à expliquer quels étaient les mécanismes et les automatismes défensifs que l'OM avait mis en place, notamment cette volonté d'emmener Strasbourg extérieur et de les laisser isoler leurs joueurs forts et liés et les laisser en 1 contre 1 et c'est Jessim qui en a suivi les conséquences ce soir. Mais c'est une équipe qui manœuvre très bien sans ballon et qui arrive à concerner tous ses joueurs sans ballon. Juste je voulais Et pousser physiquement, un ils sont petit mot mieux, hein. rapide. Juste physiquement rapide, Et sauf Gouiric. Sauf ouais, Gouiric, je trouve un peu, même s'il met ses 2 buts, je trouve un peu que dans la on y consistance, viendra, ouais. il fait du Gouiric, on y reviendra. Mais je trouve globalement, collectivement, au niveau physique, l'équipe est beaucoup mieux. Et beaucoup mieux, les efforts sont faits de manière plus naturelle. C'est coordonné et c'est aussi physique, cette histoire d'animation défensive qui marche plutôt bien. Clairement, bah, quand tout le monde fait des efforts les uns pour les autres, forcément, ça aide dans ton effort collectif et dans ton effort individuel puisque tu sais que tu peux compter sur ton copain et tu pas 4 ou 5 joueurs qui portent le poids de l'équilibre défensif pour l'équipe entière. Juste un petit mot sur votre sentiment d'avant-match et on va rentrer dans le match, assez vite, qu'on a commencé à le faire, mais vous étiez plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver cet OM? Vous étiez Ouais, excité? Vous étiez impatient? Parce ouais, on s'est quitté un peu, sur une fin de saison très soporifique, le genre de fin de saison qu'on souhaite à personne en tant que supporter de club. Une fin de saison où tu as quasiment plus rien à jouer, tu as un mini espoir auquel personne ne croit réellement. On s'est quitté un peu sur des matchs pour regarder d'un œil sans ne plus avoir réellement d'émotion. Et hein, il y a l'été qui est arrivé, pas d'excitation particulière liée au mercato puisqu'on a recruté personne. Vous étiez vraiment impatient de retrouver cet OM ce soir? ouais. Vous étiez dans quel état Moi, d'esprit? moi, j'étais hyper excité parce que, pour le coup, ça faisait très, 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 très longtemps que j'ai pas fait un vrai break avec l'OM. C'est que cet été, j'ai pas suivi les matchs amicaux, sauf les derniers, parce que limite, parce qu'ils étaient sur Ligue 1+, sinon je les aurais pas regardés. Et j'avais, je pense, comme beaucoup de gens, besoin de souper parce que, comme tu le dis bien, on s'est quitté avec l'OM un peu chafouin, un peu pas content, un peu si, on voulait pas les revoir, quoi. On avait perdu beaucoup de temps et voilà, comme on l'a bien dit, pendant les matchs amicaux, les 2 derniers notamment, il y avait eu des signaux quand même suffisamment positifs pour se mettre dedans, pour se dire que quand même ça vaut le coup de regarder ce match. Tu connais mon rapport au stade, Younes en particulier, tu connais que moi c'est difficile pour moi que j'aille au stade. Franchement, on m'a proposé une place au dernier moment. S'il y avait pas eu l'idée de devoir enregistrer et tout, je me suis dit: «Vas-y, attends, en termes de logistique, préparer et tout», je serais allé. Franchement, je serais allé parce que c'est monté, petit à petit. Les joueurs, ils montaient. Je me dis: «C'est quand même, vendredi, tout le monde va regarder et tout». Quand même, ça mérite de se poser et de passer un bon moment, tu vois? Et Ouais, ouais, je comprends. et j'avais une grosse excitation, ouais, N franchement, n très n grosse. Nordine, pareil de ton côté? Oui, non, excitation. Après, excitation. J'ai pas fait le même break qu'Alba sur les matchs de préparation. Mais non, bien sûr, de l'excitation. C'était quand même une belle affiche pour entamer déjà la saison de Ligue 1 de manière générale, je trouve. OM Strasbourg. Non, non, excitation. Excitation. Je m'attendais à une belle partie. Et par rapport à tout ce qu'on a vu en préparation et ce dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est ça aussi que je voulais voir si ce qu'on sentait, comme l'a dit Alba, ces quelques jours, si on sentait que ça allait se répercuter sur le terrain. Donc oui, de l'excitation, une excitation assez classique du début de saison, malgré le On a mercato, on va dire terne une en ex termes d'arrivée. à sens unique Ouais, ouais. puisqu'il y a eu que des départs. Mais Alba, juste un petit mot sur le stade, effectivement, tu vois, à partir de 19h30 quand j'ai commencé un peu à rentrer dans mon match,
J'ai regretté de pas être au VL ce soir. Je crois Ouais, que j'avais fait quasiment tous les matchs d'ouverture depuis quelques saisons. Cette année, je l'ai pas fait, j'ai pas pu. J'ai pas forcé non plus pour le faire là où je le faisais les autres années. Et à 19h30, ouais. je me suis dit: «Ah, en vrai, je crois que j'ai L'excitation, raté quelque chose» parce que il y a ouais, il y a quand même pas plus beau qu'un vélodrome, au mois d'août. On peut dire ce bah qu'on veut oui, sur les touristes. Même si je suis abonné, je suis pas marseillais, d'origine, donc je me considère à moitié touriste également. Mais ouais, je trouve Ah, qu'il le y a Vélodrome, une ambiance particulière, il y a une ambiance retrouvailles, au mois d'août où tu sens que tout le monde, a passé un bel été généralement et que, ben, il y a une excitation particulière, une atmosphère, une odeur particulière dans les tribunes. ouais, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Il Ouais. faut le vivre pour le comprendre. C'est différent du reste de la saison. Ouais, vraiment. C'est vraiment le C'est un sentiment de vélodrome, je rentrer dirais. Je dirais le bas, c'est un vélodrome, je vais l'expliquer, mais c'est un vélodrome barbecue de fin de saison, tu vois. C'est un vélodrome où, tu vois, t'arrives, tout le monde est détente, il y en a qui sont encore en claquette, il y en a qui sortent de la mer, ils arrivent au vélodrome, tu vois. C'est un peu, tu vois, c'est à c'est la un bon fois, moment. Tu sais que c'est bon bon, moment. exactement, tu vois, c'est viens à la maison, Tu sais que c'est bon moment. prends ton pain, ton fromage, on se fait un petit truc et voilà. C'est vrai que ça, et 65 000, hein, mine de rien, Ouais, mercato, 65 000, ce que ouais. tu veux, mais t'es plein à craquer, hein. Donc ça, Non, les non, bien supporters, sûr, ils sont là. Ouais. bien Ouais, sûr. Ouais, je crois que le plus beau en la matière, c'est le OM SSE, post-Covid avec le retour de la jauge à 50 000 pour le coup. ouais, Et époque Sampa avec les buts de Gerson, Guendouzi, c'était vraiment une atmosphère incroyable ce soir-là pour le coup. On va rentrer dans le vif du sujet avec notamment le fait de décortiquer un peu cette première mi-temps d'un point de vue collectif. Nordine, je vais tendre le micro en premier parce que tu as commencé un peu à dépeindre un peu ce que tu as aimé collectivement sur cette première mi-temps. Est-ce que tu veux développer un peu plus que ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur l'animation défensive? Ouais, bon, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais faire juste une phrase dessus et dire que tu gagnes la Ligue 1 parce que bon, tu gagnes la Ligue 1 maintenant, non, c'est différent parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Mais souvent, tu vas gratter le top 2, le top 3 parce que avant tout, tu es bon défensivement. Et en Ligue 1, c'est comme ça. En Ligue 1, tu peux avoir une très belle animation. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je te coupe juste 2 secondes, c'est Ferguson qui dit ça: «Une attaque te fait gagner des matchs, une défense te fait gagner des titres». Oui, tu avances plus sereinement avec une animation défensive cohérente et donc c'est ce qui a été, ce que j'ai dit, donc je vais pas me répéter. Juste précisément comme je disais, c'est que tu es coordonné et on sent que physiquement, les joueurs sont mieux préparés par notamment l'ancien prépa physique là du Paris FC, son nom m'est sorti de la tête, qui est arrivé, sous Habib Beye, lui, je sais qu'il bosse très bien, les échos que j'ai eus, c'est que bon, voilà, il bosse très bien tout simplement et là, il a remis l'équipe d'appoint. C'est qu'une première journée, donc on va voir, si ça durera toute la saison. Mais voilà pour l'animation défensive, j'en ai parlé et offensivement, moi ce que j'ai aimé, c'est que tu as eu quand même beaucoup de situations. Donc quand tu as beaucoup de situations, c'est très rassurant. Le plus rassurant, c'est de pas les avoir. C'est vrai que tu as mine de rien qu'à la mi-temps, je crois que tu as que 0,5 XG. X goal pardon, les buts là, mais Mmh. sinon en termes on a l'action d'Angel Gomez, on a la double frappe dans la surface de réparation, on a quand même beaucoup de situations, mais mine Tu de as rien, ça veut dire que 21 ballons touchés dans la surface ouais, de Strasbourg et Strasbourg n'a que 3 ballons dans la tienne en mmh, première mi-temps. c'est ahurissant. 21, c'est ahurissant. C'est un ouais, gros chiffre. 21, c'est, mmh, on se calme, on se détend. Je dis pas que c'est la comparaison, mais c'est la comparaison, c'est l'ordre de grandeur du Barça qui reçoit l'adversaire qui joue le maintien à domicile. 21, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'à chaque fois tu y es. Ça veut dire que tes centres ils sont bons. Ça veut dire que tu es précis. Et mine de rien, ce contexte collectif amène même à, on va dire, à des performances sympas comme Angel Gomez et ses permutations qui ont amené beaucoup de choses sympas, notamment ses combinaisons avec Amine Gouiri. Donc j'ai bien J'aime aimé bien que tu parles offensivement. Ouais, j'aime bien que tu parles vas-y, d'Angel vas-y. Gomez, on va y revenir, dans les performances individuelles après parce que j'avais, aussi un mot à dire et plutôt positif, à son sujet. Alba, toi, la première mi-temps, d'un point de vue collectif, qu'est-ce qui t'a particulièrement moi, marqué? Qu'est-ce que tu as aimé ou moins aimé? bah, moi, je vous rejoins, j'ai bien aimé l'aspect gestion. C'est que quand il y a eu des moments où Strasbourg avait le ballon, parce que Strasbourg fait une meilleure au-delà du carton rouge, Strasbourg fait une meilleure première qu'une, 2e. Après, Ouais. on va dire c'est facile, oui, ils ont pris 4 buts et cetera, donc c'est facile. Mais les intentions étaient pas les mêmes. Avec le ballon, je vais pas dire qu'ils ont mis en difficulté, mais au niveau territorial, bah, ils étaient dans ton camp. Ils ont essayé de mettre en place des choses. On a vu notamment, je trouve, il y avait quelques phases, de relance notamment avec, Jorgensen et le central droit, le Danois, j'ai oublié son nom, où, il te faisait décrocher un joueur et ça laissait, c'était Augsberg. Mara, voilà, Augsberg, et ça laissait Mara ou Nanasi en 1 contre 1 avec, un central. C'est des situations pas faciles à gérer, je trouve qu'on a plutôt bien géré.
Euh, et dans l'ensemble, je me suis trouvé bon. Je trouve on a piqué quand il fallait. Les situations avec Angel Gomez, pour moi, top. Même si ça finit pas au but. Après, bon, ça c'est un des problèmes moi sur la durée, sur la saison dont j'ai peur, c'est quand tes offensives, ben ils sont pas au rendez-vous parce qu'Angel Gomez doit mettre, je pense, au moins une sur les occasions qu'il a, mais malheureusement c'est un peu son problème, hein, c'est zone de finition. Même si quand même sur RDZ, je crois qu'il a mis 3 buts ou 4. Franchement, moi je dis pour un joueur comme lui, c'est non négligeable. S'il peut tourner à ce stade-là, 6, 7, 8 buts, ben, on prend. Et il doit en mettre une. Et la première mi-temps, ben, t'es pas dans la difficulté pour autant. Après, bien sûr, tu vis avec tes traumas. Donc tu te dis attention, si tu marques pas vite, deuxième mi-temps, tu vas prendre un but, une contre-attaque, un corner, un ci, un ça, une frappe contrée. Tu vis avec tes traumas, donc tu sais pas trop. Mais moi, je sors à la 45e, comme face à Bilbao, comme face à l'Atlético, même si le résultat il est plus ou moins en ta faveur, tu te dis en vrai, la mi-temps, elle m'a convaincu, elle m'a rassuré. Et je vais pas me dire deuxième mi-temps, ah, ça craint. Je rentre confiant. Et ça, c'est un sentiment que je pense qu'on avait beaucoup perdu, même dans les peut-être meilleures phases de RDZ, où tu te dis, bon, c'est pas trop sur comment la pièce elle va tomber. Et là, tu te dis, vas-y, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, t'es Mais le mot positif. est juste, Dalba, c'est le mot pour moi de la soirée. C'est chercher, au-delà de l'excitation d'avant-match dont on a parlé, c'est chercher à être rassuré, à être soulagé. Cet OM devait pas forcément nous convaincre, mais devait nous rassurer à travers cet été qui est assez, qui est cet été, on va dire, il y a eu une inactivité sur les transferts. Et je trouve qu'à travers tout ce qu'on a dit, l'OM, c'est même pas le score, comme je t'ai dit. Déjà, la première mi-temps, c'est exactement comme Alba. La première mi-temps, tu te dis, ah, en vrai, ça va, tu défends bien, tu arrives à amener le ballon dans la surface de réparation, tu arrives à avoir des occasions, tu arrives à avoir des situations. Dans les duels, tu es bien, tu es agressif, tu surjoues pas non plus. Tu vois, tu pas dans le truc de tu te lèves, tu encourages le public au bout de 3 minutes comme ça, tu t'affoles. Non. Et bon, on verra tout au long de la saison. Il y a un paramètre aussi dans tous les clubs de foot. Le facteur chance, si Bruno Genesio pouvait amener ça un peu à l'OM, ce serait pas mal. C'est quand je dis chance, tu vois, c'est la faute que fait Gueladoué, ça c'est après, ça deuxième mi-temps, mais bref, c'est tous ces Ouais. petits trucs-là. Non, mais quand je dis chance, c'est-à-dire que il te Non, tombe des c'est le fois. bon mot. Non, C'est le mais bon mot. T'as raison, Nordine. T'as il te raison. C'est tombe juste que des fois des éléments dans un match, on en reparlera après, mais qui font aussi basculer un match, une saison, et c'est bien aussi que ça arrive un peu du côté de l'OM. Voilà. bien sûr, mais je faisais un petit peu la moue parce qu'en fait, je me disais, est-ce qu'on peut dire chance? Oui, c'est de la chance, mais la réalité du foot, et on le constate souvent si on prend un pas de recul, c'est que c'est rarement de la chance finalement. J'ai l'impression que c'est toujours Non, mais l'équipe dans que tu l'ensemble penses de ta saison, tu vois, par ou exemple, c'est je mets rapidement un exemple de la saison de Lens de Francaise avec Fofana, ou la saison de l'année dernière de Pierre Sage. C'est une saison hyper méritée, il n'y a rien à dire, rien à dire. Mais même, par exemple, Lens contre l'OM, quand ça tourne mal, t'as un joueur de l'OM qui fait une taclade de pied d'un coup, même pas VAR, qui fait penalty. Oui, bien exactement, sûr, c'est ça. c'est jamais vrai. Je vois ce que tu veux dire, c'est jamais de la chance. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains actes isolés qui permettent de faire basculer le cours des Non, matchs, en et fait, souvent, ils tombent en ta défaveur, tu vois. ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ingrédients à mettre pour que la chance tombe de ton côté Je suis d'accord. Ouais, je suis quand d'accord. c'est un flip. En fait, il y a des ingrédients à mettre pour s'assurer que le flip soit plus souvent en ta faveur qu'en ta défaveur. Et tu prends les exemples de Lens, Bien bah, sûr. typiquement, eux, je trouve que c'est des bons exemples. On a cette impression sur beaucoup de matchs qu'ils ont de la chance, mais quand tu regardes de plus près, ils mettent tous les ingrédients pour avoir de la chance. Ah Et oui, si oui, ça. tu prends Mais oui, l'action de Peshao ce soir, pour le coup, c'est une action où beaucoup d'offensifs vont chercher à gêner la relance et le forcer à mal dégager pour la récupérer derrière, ou à essayer de contrer pour garder une touche haute. Là, il y va pour récupérer le ballon. Tu vois, le petit supplément, l'ingrédient supplémentaire que tu mets Mmh, et mmh. t'es pas obligé de mettre, c'est ce qui fait tourner le match sur cette faute que Gueladoué va provoquer. C'est pour ça que je dis, en fait, il y a toujours des petits ingrédients supplémentaires à mettre. Et tu as raison de souligner que cet OM-là, ce soir, visiblement, semble les avoir mis, et Genesio semble assez coutumier du fait parce que j'ai aussi en tête des exemples dans sa carrière de matchs dans ces clubs-là où il fait des exploits, et tu te dis, mais cette équipe a vraiment de la chance. Tu vois, je me rappelle de Lille en Ligue des Champions, quand ils font le top 8, il y a quand même beaucoup de matchs où ces gros matchs, tu te dis, mais ils ont quand même mmh, un peu de chance, ceux-là, et au final, ouais, en regardant de plus près, ils mettent quand même les ingrédients par rapport à ça. Juste par rapport à la première mi-temps, vous l'avez parfaitement résumé, hein, je vais pas mieux le faire que vous, mais c'est dans la lignée de ce qu'on a vu en match de prépa. Il y a beaucoup de situations où Strasbourg a le ballon, et ça c'est mmh, à dessein, hein. Je pense que c'est une volonté de cet OM aussi de laisser l'équipe adverse manœuvrer, de ne pas, même si tu es à domicile,
de ne pas s'incomber cette pression de devoir forcément avoir le ballon et d'être offensif. Moi, ce qui m'intéresse dans ces moments-là, tout le monde dit à chaque fois, moi, je veux une équipe proactive qui a le ballon tout le temps, etc. Moi, très honnêtement, c'est ce que je préfère de manière subjective. Mais si l'équipe n'a pas le ballon, ça me dérange pas à une condition. La condition est que quand tu as le ballon, tu dois en faire quelque chose. Et cette stat des 21 ballons touchés dans la surface en première mi-temps, elle dit tout. C'est-à-dire que Ouais, même si tu n'as pas beaucoup le ballon ou un peu moins que Strasbourg, j'ai pas regardé les stats exactes, mais j'ai beaucoup en tête de longues possessions de Strasbourg dans ton camp, à chaque fois que tu as eu le ballon, globalement, l'action va jusqu'au bout. Il y a une action, une frappe ou pas, mais tu valides ton offensive avec un ballon touché dans la surface. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que c'est ça qui est assez important pour cette équipe. Et c'est les sélectionneurs du Maroc qui en parlaient très très bien, Mohamed Wabi, qui disait que on doit toujours défendre avec un but. Faire défendre des joueurs sur 90 minutes, c'est très compliqué pour le coup. À part les Italiens, personne ne sait faire ça, où personne n'a l'amour du football pour ça. Il faut toujours défendre avec un but. Et si ton but c'est de savoir que quand tu vas récupérer le ballon, il va se passer quelque chose, ça motive tout le monde à faire plus d'efforts défensifs. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de s'insuffler au sein de cette équipe-là, parce qu'on voit que tout le monde travaille très bien. Et à la fin de la première mi-temps, Alba, comme toi, je regrette un petit peu que comme contre Bilbao au Madrid, t'aies pas su ouvrir le score dans la première demi-heure, parce que tu aurais pu valider ta bonne première mi-temps et te faciliter un peu plus le match. Donc en début de deuxième mi-temps, d'ailleurs je crois que je le tweet à ce moment-là, pile sur le but, je me dis j'espère qu'on n'a pas validé sur le premier demi-heure avec un but. J'espère qu'on va marquer assez rapidement en deuxième mi-temps et on marque à la 46e minute. Pour ouais, le coup, le but est libérateur. 11 minutes plus tard, il y a cette faute stupide d'El Mourabet qui pète une durite et qui prend un rouge. Et au ouais, final, la deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, c'est un mélange de gestion, de coups d'accélérateur bien senti quand il faut, et on a ce moment fort qui arrive avec la fin de match et le but d'Abdallah notamment, et le bouquet final d'Højbjerg. Il y a des scènes fortes qu'on a vues sur ces buts-là, les deux célébrations, que ça soit celle d'Abdallah, l'émotion sur son visage, la célébration à la Ronaldo, le Vélodrome qui crie si, et toute l'équipe qui va célébrer avec Højbjerg, c'est des signes qui trompent pas, ça on est d'accord, hein. bah oui, c'est des signes qu'il ne prend pas. C'est déjà la preuve que même si ça a dérangé quelqu'un, que le vestiaire vit bien, que les mecs sont déjà passés à autre chose, même si certains directeurs sportifs étaient pas très fans à l'idée que certains joueurs puissent passer à autre chose et essayer d'avancer dans leur carrière et dans leur vie, hein. A priori, ils sont pas obligés de pleurer et de se ressasser qu'ils ont foiré une saison la saison dernière. Et ouais, il y a eu des moments, je trouve, forts, des moments intenses, peut-être des moments que tu en reparleras si ça tourne bien dans 3 mois encore, tu vois? De ce premier match avec les buts d'Højbjerg, le but d'Abdallah, qui sont symptomatiques de beaucoup de choses, de Højbjerg, ben, que même si on l'a pas mis dehors, ben, il répond toujours présent. Il met un but qui est certes, entre guillemets, «anecdotique», mais qui est quand même suffisamment important pour être souligné, et qu'il n'a pas célébré comme un mec qui, voilà, qui était revanchard de quelque chose, il a une bonne attitude, il a célébré comme il a toujours fait, donc ça, c'est un signal fort. Et le fait qu'un jeune, marque un but, avec tout ce qui a été dit de la part de Genesio cet été sur, leur apport, sur la chance qu'ils peuvent avoir, qu'on leur donnera rien, mais on leur donnera. Donc, ça sera à eux d'aller chercher quelque chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé l'entrée d'Abdallah top parce que on est les premiers à dire, «Oui, machin à Nice, il a fait, une super entrée. Ouais, machin à Lyon, il a fait un super truc. Ouais, machin à Nantes, tu as vu, il est en train de jouer». Abdallah, il a fait l'entrée d'un jeune dans un environnement qui est sain, qui est correct, qui te permet à un jeune d'avoir 15 minutes, de faire son truc sans se dire: «Ah putain, si je rate ma passe, je vais plus jouer pendant, 15 matchs», tu vois? Ou, «Ah, le capitaine, il va me casser la tête parce que je vais pas donner le ballon». Tu vois? C'est un environnement sain et on l'a vu, hein, il était à l'aise, il était épanoui, la configuration, elle a fait qu'il y avait peut-être moins de pression, mais il a répondu présent et ça, c'est quelque chose, qui est à souligner et lui particulièrement, le fait d'être parti en Détroit, l'année dernière où il a pu enchaîner, ben, comme quoi ça te redonne quelque chose que tu as perdu, c'est de la confiance. Donc même si, tu passes de la D3 au Stade Vélodrome, 60 000 personnes, tu as joué des matchs. Donc tu arrives, bah, c'est un match, oui, il y a une petite, facteur émotion, mais c'est un match. Tu en as joué, avant, tu vois? Dans un environnement où peut-être tu as été insulté, peut-être tu as pris, des coups, peut-être plein de choses et puis tu as ce supplément de confiance. Donc ça, c'était cool pour lui et ouais, des images fortes et franchement, moi, ça m'a fait plaisir.
Nordine, même sentiment, hein, j'imagine ces images-là aussi, elles disent beaucoup de l'atmosphère qui règne et ça explique, ça résume plutôt parfaitement bien ce que Genesio essaie de mettre en place pour cette saison. Non, oui, oui, après bon, c'est comme l'a dit Alba, c'est Højbjerg est un professionnel, il fait son taf à fond, même si, je pense qu'on sait très bien que s'il y a une belle offre, il est dans l'avion. Lui, il fait son taf à fond et cette célébration n'est pas anodine et tout comme l'a si bien dit Alba par rapport à Abdallah, Abdallah, il a été concerné par l'entraîneur dans les matchs de préparation, il a été titulaire, sur certains matchs. Face à Nîmes, et face à Nice, ça aurait pu même mieux tourner s'il avait eu le geste juste. Il aurait pu finir la préparation avec 2 ou 3 buts. Donc ce sont des petits trucs. Alba parlait de matchs de la saison dernière, ben moi je vais parler de matchs de la préparation où il a quand même été, beaucoup utilisé par Genesio, même si face à l'Atlético de Madrid, il est sur le banc. Mais je pense que voilà, c'est un entraîneur qui a une fibre où il va faire jouer les jeunes. Donc ça fait plaisir de voir ces images-là. Comme l'année dernière, quand Vaz marquait, on était tous contents. Tu as l'impression que c'est toi qui avais marqué ou que c'est ton petit frère qui avait marqué. Et comme là, de voir Abdallah, pareil. Donc c'est bien un peu de positif. Et c'est bien quand le terrain nous ramène au positif, au lieu d'exciter sur certaines recrues ou certains éléments qui peuvent se passer durant l'été. Ben, c'est bien d'être content tout simplement sur un but et la célébration façon CR7 avec le stade qui crie. Ben non, mais c'est sympa et au final, on regarde du foot pour des milliards de raisons, mais la raison principale pour laquelle on regarde tous le foot, et c'est sûr, c'est pour la transmission d'émotions. Et ce soir, l'émotion a été présente par rapport au but et au résultat, mais par rapport aux images qu'on peut compter comme on veut avec des milliards de mots, mais qu'on vit sur le moment et dont on se délecte parce que c'est pour ça justement qu'on est tous devant notre téléviseur. C'est d'attendre ce frisson, d'attendre cette image. Et on l'a vu à travers ces deux célébrations de deux joueurs qui sont très bien à l'OM, concernés ou pas, on ne sait pas pour Hülberg, mais pour Abdallaoui, je pense. Et en tout cas, ça fait plaisir, c'est chouette. C'est clairement une bonne chose et c'est aussi pour ça qu'on va passer rapidement sur cette deuxième mi-temps, pour le coup, qui s'inscrit, hein, dans plus dans la lignée de la première mi-temps. Globalement, je crois pas qu'il y ait trop de différence entre l'approche de l'OM entre la première et la deuxième mi-temps. La différence, c'est que, ben, le roseau a rompu, côté strasbourgeois et ça a facilité beaucoup de choses derrière. Pour le coup, le carton rouge, encore une fois, on le disait, hein, et le penalty, coup quasiment coup pour coup, c'est pas anodin, ça se provoque, c'est quelque chose que tu mets en place tout au long du match et qui porte ses fruits à un moment donné et c'est ce travail-là qui est récompensé. On va passer un petit peu sur les performances individuelles. C'est marrant hein, parce qu'on n'a pas encore cité son nom une seule fois, depuis le début de l'émission, si je ne me trompe pas. Ça a été l'homme fort de la prépa, il a marqué quasiment à chaque match. Ce soir, c'est encore lui le détonateur. Il invente le premier but, même si au final, il est ni passeur décisif ni buteur. Il va obtenir le penalty du 2e but. Alba, je suis obligé de me tourner vers toi, hein. Igor, que dire? Moi, je l'attendais pas. Je vais pas non plus m'enflammer hein, sur son niveau et dire, ouais, c'était sûr que il allait avoir ce niveau de performance à un moment donné. Moi, je vais pas dire ça parce que ça serait mentir. Mais c'est clairement l'élément numéro un aujourd'hui. On l'a vu, je pense, sur la saison dernière sur un certain registre. Hein. On a vu quand même qu'il avait des qualités qui étaient moi j'ai toujours estimé que c'est des qualités pour le football en 2026 qui sont vraiment top pour un ailier et qui font que tu vas toujours te brancher devant un profil comme le sien. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, malgré ses lacunes techniques. Et là, je trouve que l'avantage qu'il y a avec Genesio, c'est que Genesio l'utilise beaucoup mieux que ses 2 prédécesseurs. Après, peut-être aussi, il a fait une prépa complète. Il est avec une confiance différente. Ça joue Je beaucoup pense aussi, ouais. voilà, on dit toujours: oui, la prépa, Il a l'absence fait de une prépa». prépa, c'est même pas complète, il a fait une prépa, parce que l'année dernière, il Ouais, a il carrément a pas fait fait la prépa. C'est ça. voilà, l'année dernière, il est blessé et il arrive, on l'envoie au Bernabéu, je crois, 2e match, donc voilà et là, il arrive avec une prépa complète. Il a des jambes, il les a toujours eues, hein, au final et tu vois que dans comme on l'a dit, Genesio, il a déjà une idée précise de ce qu'il veut mettre en place et dans ce qu'il veut mettre en place, c'est aussi la recherche de un contre un pour, Peshao dans une zone, voilà, entrée de surface, côté gauche où il peut faire, soit trouver un relais intérieur avec un milieu de terrain,
soit armé, soit chercher Guéry. Donc, il peut varier. Il a un panel qui est suffisamment large pour exister parce qu'il est trouvé dans des bonnes zones, dans ses zones préférentielles. Et c'est là où il va être meilleur. Et aujourd'hui, il a été monstrueux parce que il fait quand même face déjà à un gros adversaire. Donc, s'il passe à côté, tu te dis, bon, il passe à côté, mais il a potentiellement le meilleur latéral droit du championnat. Tu te dis, bon, c'est pas un scandale, mais il a fait un truc. On l'a vu dans tous les registres. C'est-à-dire que tu l'as vu dans la profondeur, tu l'as vu en un contre un, tu l'as vu lancer, tu l'as vu sur des combines jouer à trois quand Gouiri venait décaler un peu côté avec Angel Gomez qui était un peu plus intérieur. Tu l'as vu avec Emerson. Il a tout fait à Guéladoué. Et moi, je dis, mais vraiment, Guéladoué, je pense qu'il va repenser à ce match pendant un petit moment parce que et même, je pense même que après, peut-être, c'est de la, j'abuse un peu, tu vois. Mais je trouve qu'il y a Gueladoué sur l'action du penalty, avec tout ce que Peshao lui fait pendant 60 minutes, limite, ça joue à son intervention, sur son appréciation, sur son positionnement, sur sa manière de réagir sur l'action, même s'il y a une grosse part d'involontaire, hein, sur l'action de Gueladoué. Mais, il y a tellement un rapport psychologique qui est inversé, où, Peshao l'a tellement enfoncé, qu'il se dit, Peshao, ah ben, moi, je vais y aller parce que je suis tellement en confiance, je suis tellement bien que je peux faire quelque chose, tu vois? Et c'est une action, je pense que l'année dernière, bah, il va pas jusqu'au bout parce que, voilà, manque de confiance, manque de ci, manque de ça. Et là, cette année, il est sur notre planète et moi, je suis content qu'il montre ce visage-là parce que on a toujours parlé, tu vois, de son prix, c'est légitime, hein, de parler de son prix, qu'il a été cher payé. Moi, j'ai Ça toujours ça pensé que il est pas rien pour le coup. il est peut rien, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit que par rapport à tout ce qui se fait, etc., c'est pas non plus, voilà, 35 millions, c'est pour un club qui avait les économies de l'OM l'année dernière, donc des top 20-25 européens, 35 millions pour un ailier gauche, ben, c'est pas le scandale du siècle. Et s'il est sur cette lignée-là, 35 millions à la fin de saison, c'est plus que rentabilisé. Parce que si tu le sors, bah, là, déjà, cette année, on se disait cet été, s'il sort Première Ligue 35-40, Ou c'est bien, tu tu vois. pouvais être break-even quasiment. Voilà. Tu vois, donc tu pouvais t'y retrouver. Mais si il te fait une saison du minimum, même acabit que l'année dernière, ben là, c'est 45, 50 potentiellement en Première Ligue, Arabie Saoudite, où tu veux. Mais c'est transfert dans un bon championnat ou dans un bon club qui est pratiquement assuré, quoi. Ouais et autant alors on a eu des bons matchs de Peshao l'année dernière, on a des buts qu'on a chéris et dont on se rappelle encore, il y a pas de souci. Il a fait une prépa, assez intéressante, on le disait, c'était l'homme en forme puisqu'il a quasiment marqué à chaque fois. Nordine, je te tends le micro parce que j'ai l'impression que ce soir on a vu un match de Peshao qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Je l'ai rarement vu aussi inspiré, aussi bon, aussi virevoltant dans le 1 contre 1. Alba l'a parfaitement souligné. Il a vraiment sali Doué pendant tout le match. Et le penalty ne peut venir que de cette accumulation de duels remportés par Peshao. Il y a une forme de frustration, de désespoir ou d'un un côté dépassé pour Gueladoué sur l'intervention. Est-ce que tu t'attendais à voir un Peshao aussi bon dans le 1 contre 1, aussi bon départ arrêté avec ballon, là où il pêchait un petit peu l'année dernière? Alba a parlé un peu aussi de la prépa qui doit forcément beaucoup jouer. J'ai trouvé très très enjouant. Toi, tu parlais du préparateur physique, l'ex du Paris FC qui est arrivé et qui fait du très bon travail visiblement. Est-ce que ça t'a surpris de voir cette palette-là de Peshao qu'on n'avait pas souvent vu l'année dernière? Non, ça, enfin, quand je dis ça m'a pas surpris parce que du coup, comme il y a des éléments, au bout d'un moment, il y a des éléments qui sont assez clairs dans le football, qui sont assez facilement quantifiables, tangibles. Voilà, chercher le mot. Il y a des éléments tangibles. Quand tu rates une préparation, ben, tu fais pas la même saison que quand tu l'as fait. C'est un joueur explosif. C'est un joueur qui est capable d'être brutal, d'être tranchant. Tu parlais des magnifiques buts qu'il a mis la saison dernière de manière isolée, notamment celui au Sporting. C'est un joueur qui est capable d'apporter ça, mais c'est un joueur qui est capable de pêcher dans ses choix de jeu. Donc là, oui, il est peut-être au-dessus même de ce qu'on peut attendre. Mais quand on prend bout à bout les choses, moi je disais avant même le début de saison, ben, comme l'a dit Alba, c'est un joueur qui a été utilisé l'année dernière où on lui demandait de faire le piston côté gauche à Nice. Je me rappelle un match l'année dernière où il doit faire la navette tout le côté gauche. Après oui, on le reproche avec Aubameyang de ne pas faire les bons choix, de ne pas lui donner quand il faut l'année dernière, mais parce qu'en fait c'est un joueur qui courait peut-être trop, on l'utilisait peut-être trop. À un moment il fait 15 matchs.
15 matchs. Quand il revient de blessure, il enchaîne 14 ou 15 matchs parce que tu avais personne et parce qu'on était dans ce truc-là de ah ben il faut qu'il joue, il faut qu'il joue. Donc à la fois, il n'avait pas fait de préparation et après quand il revient, il joue 15 matchs. Donc il a été cramé aussi vis-à-vis de ça. Donc c'est dur d'avoir une régularité. Là, il fait une prépa, c'est un joueur explosif et tu le trouves dans des bonnes zones avec un temps d'avance. Souvent, quand tu le trouves, tu l'as isolé, il a un contre un et lui aussi, au-delà de tout ce contexte-là, ben, il est bon, il est simplement bon. Après, des fois, on peut expliquer, on va pas faire de la surinterprétation, de la surexplication. Il est bon parce qu'il est bon, il est inspiré, il fait les bons Dans un choix. bon soir, oui, bien sûr. Voilà, il Ouais, se sent bien dans c'est ses ça, jambes. hein. Tu vois, c'est toi, Alba, Alba, ça te l'a déjà fait. Tu fais des futsal, au bout de 2, 3 minutes, tu dis, oh, en vrai, Aujour Aujourd'hui, là, il c'est y a moyen Quand de spécial. tu chaud, quand chaud. quand Hein? quand tu bien, Aujourd'hui aujourd'hui, c'est spécial. Tu sens que ton pied, il est bien réglé, qu'il y a de la force dans les Ouais, jambes, il y a ouais. on a tous été vers, on a toujours au ballon, peu importe le niveau, mais des fois, tu fais des trucs, oh, en vrai, et tu tentes, et ça passe, et ça passe. Et au final, ben, comme le dit Alba, t'es Stig, un doute dans la tête de l'adversaire. Et la faute de Gueladoué, elle est tout sauf anecdotique. T'as raison, c'est pas de la chance parce qu'il repasse devant, il y croit, il s'accroche, il repasse l'épaule. Gueladoué, qui est quand même un joueur très fort, pense qu'il a le potentiel pour revenir, mais l'autre, c'est son soir, et boum, ça fait faute. Donc, non, il fait simplement un gros match. Et après, moi, je pense que la différence entre Paixão de l'année dernière et de cette année, par rapport à tout ce qu'on a dit, ça va être son niveau moyen. Ça va pas être son niveau haut parce qu'il va faire des matchs comme ce soir et il va faire des moins bons matchs. Mais c'est ce qui va nous apporter dans un moins bon soir qui va être le plus important. Et c'est ça qu'on demande à un joueur offensif. Un joueur offensif, on lui demande des coups d'éclat, mais surtout quand t'es pas bon, sers à l'équipe, fais une passe D, mets un petit but à l'arrache, amène un penalty, continue à participer à la construction du jeu, à trouver des relais à l'intérieur comme le disait Alba. C'est ça qu'on va lui demander cette année, c'est de la régularité. C'est pas forcément et son niveau haut. moi Pour le coup, moi, j'espère, c'est pas un joueur qui m'inquiète beaucoup. Pardon, Alba, je rebondis 2 secondes ouais, sur ce que dit Nordine, mais c'est pas un joueur qui m'inquiète beaucoup, dans les jours sans, parce qu'aujourd'hui, on était quand même sur un jour avec, mais dans les jours sans, en fait, c'est un joueur qui est tellement généreux. Pour moi, le plus important quand tu es dans un jour sans, c'est de continuer d'être généreux et de continuer de travailler. Parce que pour le coup, ça reste une arme offensive intéressante et identifiée côté Olympique de Marseille. Ses appels dans la profondeur, on les a pas trop vus ce soir, mais ça reste une arme que tu vas pouvoir utiliser dans un jour sans. Quand tu sais que t'es pas forcément très bon, c'est important qu'il continue de faire ses appels dans le dos de la défense parce que ça va permettre d'élargir un petit peu le bloc adverse, Non, ça mais va dans permettre ces à jours sans, moi, Ferry. c'est pas l'abnégation, mais dans ces jours sans, des fois, techniquement, il fait rien, il réussit pas un centre, Non, bien sûr, il mais s'enferme, tu vois. Et c'est moi, pour ça que je justement, te que même dans un jour sans, j'aurais aimé que des fois, hop, petite lucidité, belle passe, but. Eh ben, gros, t'as fait ton match. Tu vois ce que je veux te ça, dire? ça, ça, je suis d'accord avec toi, mais justement, moi, ce que je dis, c'est que dans ces jours sans où justement il est pas inspiré techniquement, etc., je trouve que c'est un joueur qui, par sa générosité, c'est Oui, pas oui, le oui. premier que tu as envie d'incriminer à chaque fois parce que même si c'est un jour sans, tant qu'il continue de proposer autant pour le collectif, bah, ça permet à des Gouiri de toucher des ballons dans des zones du milieu de terrain un peu plus espacées parce que la défense a reculé. Ça permettra à Harit de rentrer dans le cœur du jeu plus facilement. Ça libère quand même beaucoup de choses et pour moi, c'est important, surtout quand tu es le joueur le plus cher de l'effectif et que tu es brésilien et que tu peux avoir tendance à te voir plus beau que ce que tu es. Quand tu es dans un jour sans, de ne pas trop forcer avec ballon, mais ouais. de continuer de faire ses courses utiles. Pour le coup, et je trouve que Peshao a vraiment cette qualité de vraiment se mettre au diapason du collectif. Tu l'as rappelé, saison dernière, il y a beaucoup de matchs où il défendait de très bas. Et je trouve que justement, en fait, c'est ce qui va le sauver dans ces jours sans où il sera moins inspiré avec ballon. Et attention non plus, moi personnellement, c'est pas un combat, je vais pas me vanter que: «Ah, j'ai prévenu», parce que de toute façon à tout moment, il part sur la fin du mercato et c'est la crise, totale. Mais ouais, moi je vous rejoins, c'est attention, le pic de performance, il existera toujours parce que c'est un joueur qui a stat même dans ses pires jours l'année dernière. Mais, il arrive maintenant avec un statut différent. C'est que l'année dernière avec Greenwood, cette année avec Greenwood. Donc on attend beaucoup plus. Bon, moi je l'ai dit, hein, on attend beaucoup plus des joueurs qui vont rester. On leur tolérera pas grand-chose. Donc, surtout un joueur comme lui qui a quand même eu des moments, techniquement un peu compliqués, on tolérera peut-être un peu moins, ses lacunes. Donc, il a tout à gagner à faire ce type de match-là pour que aussi les supporters ne le voient plus comme un transfert seulement à 35 millions. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours trouvé que c'était un des chouchous du Vélodrome parce que c'est un joueur qui a de l'abnégation, parce que c'est un joueur qui triche rarement, c'est un joueur qui s'en prend rarement à ses coéquipiers, même quand il était très mal servi, alors que tu sais comment bien le servir quand tu le cherches dans cette zone-là où il peut allumer à 20-25 mètres, entrée de surface. Bah, c'est sa zone-là, c'est là où tu dois le chercher. Là où Greenwood, bah, tu le cherchais plus naturellement. Bon, après, c'est un joueur peut-être d'un autre calibre, mais tu l'as pas forcément souvent mis dans les meilleures conditions l'année dernière. Mais il avait toujours
c'est pas grave, on va continuer, tu vois. Ouais. J'ai le sourire, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc maintenant, il va se muer un peu en leader d'attaque avec Guiri. Euh, voilà, qui continue à l'être. Et après, on verra où ça nous mène, tu vois. Mais si l'OM a vocation à faire un top 4, un top 3, t'es obligé d'avoir un Peshao qui est ce leader. Pas forcément leader technique, mais être un leader dans tous les aspects. Par l'état d'esprit, par les matchs qui sont un peu plus faciles, bah, que ce soit ce joueur qui te met le 1-0, le 2-0, le 2-1. Et c'est comme ça qu'il sera en mesure de faire une grosse saison. Genesio dit Complètement. deux choses dans cette préparation et parle de Pachao sur deux aspects. L'aspect positivité dont tu as parlé Alba, il dit c'est un bonheur d'entraîner ce joueur parce qu'il a le sourire, il est positif et il est à l'écoute dans tout ce que je lui dis. Il peut ne pas le dire, il peut dire autre chose, il le dit. Deuxième aspect, il parle de jeu, il dit ce qui m'apporte, c'est justement une animation, une espèce d'animation asymétrique où en fait, Paixão, c'est un peu, entre guillemets, avec ballon, le Greenwood de l'année dernière. Le joueur que tu vas chercher dans les zones de finition pour te casser les reins, pour marquer. Et de l'autre côté, on va dire, tu as, ce joueur-là, on va dire Aminarit, qui lui rentre plus intérieur, bouge avec Angel Gomez. Donc, Paixão, par de fait les transferts de cet été, le départ de Greenwood, ben, il est on l'attend dans ce rôle-là, dans la percussion et même dans la composition d'équipe, c'est ce qui lui est demandé. Donc au final, c'est la bombe pour lui parce que il doit défendre, faire son travail défensif, mais il sait que lui, c'est le joueur. Après, ça peut être une pression aussi négative, attention. Mais il sait que dans ce système-là, et comme Genesio a construit son système par la force des choses, eh ben on l'attend de ce côté percussion. Et du coup, ça peut être pas mal aussi de jouer un peu pour lui parce que lui joue beaucoup pour les autres. Je suis entièrement d'accord et pour continuer un petit peu sur les tops et avancer, t'as évoqué Angel Gomez en début de match. Est-ce que tu le mets dans les tops pour le coup? Parce que je peux te suivre très volontiers dans cet avis. Oui, top, parce qu'il a été dans tous les bons coups de l'OM. Il doit après confirmer, comme le dit Alba, il doit mettre ce soir, il doit en mettre un. Voilà, ce soir, il doit finir, qui est son nom sur la feuille de match, sous la case débuteur. Il doit avoir son nom, il doit faire de meilleurs gestes. Mais après, c'est un joueur de collectif et de contexte comme 99% des joueurs, mais lui encore plus, parce que tu sens que lui, il faut que ça tourne autour de lui, mais lui aussi participe au fait que ça tourne bien. Et les permutations avec, comment ça s'appelle, avec Aminarit, c'était assez intelligemment fait. Ils ne sont jamais marchés dessus. La combinaison avec Amin Gouiri. Et au final, c'est un joueur qui, dans le dernier tiers, quand il est en confiance, arrive un peu à. En fait, c'est un joueur assez qui met l'imprévisibilité dans la tête des adversaires. Et ces combinaisons avec Amin Harit et Amin Gouiri font que c'est difficilement lisible. T'as pas Eshao, c'est plutôt clair comme rôle, mais le reste, c'est illisible de manière positive. Et je pense que du coup, je trouve que c'est une belle performance qu'il fait. Il est bon dans l'intérieur, il ose, il se retourne, il est juste dans ses passes. Et franchement, ça fait plaisir à le voir. Et même le voir proche du but, même s'il doit plus marquer, c'est une bonne chose pour l'OM d'avoir ce joueur-là entre les lignes qui peut faire la différence très très haut dans le dernier tiers. Parce que tout le monde se met entre les deux stoppers pour relancer, pour faire des changements d'aile. Tout le monde est beau là. Tous ceux qui ont un bon pied dans le Ça football, c'est facile effectivement. Ouais. voilà, quand tu as un certain niveau, c'est facile. Mais d'aller au cœur du trafic et de faire la différence dans le dernier tiers, c'est pas donné à tout le monde. Il doit marquer ce soir, mais il fait une très belle performance dans la consistance dans le jeu. Donc c'est un très beau match d'Angel Gomez. Il fait une très belle passe décisive aussi sur l'ouverture du score Ouais, du pour gauche, hein, Amine non? Du Gouiri. gauche, il lui met, hein. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Et Il est pour là. le coup, tu vois, je partage le même avec toi. Moi, je voulais le mettre dans mes tops aussi. Je me l'étais noté. Parce que pour moi, je trouve que son match de ce soir, ça représente tout ce que l'Olympique de Marseille de cette saison doit être. J'ai envie de caractériser son match en un mot qui est la générosité. Je trouve qu'il a pas tout fait bien ce soir. Il y a eu un petit peu de déchets. Il y a notamment le dernier geste devant le but en première mi-temps. Il peut te faciliter le match et tu peux attendre d'un numéro 10 de l'équipe que dans ces situations-là, il soit plus inspiré devant le but. Je pense à son plat du pied gauche qui décide de croiser alors que je pense que comme le disait Benoît Chéroux, il frappe devant lui premier poteau tout droit, il a plus de force et il y avait une porte ouverte pour marquer assez facilement. Mais en fait, on l'a vu constamment dans le match. Et comme tu le disais, sur toutes les actions offensives de l'OM, il intervient à un moment donné et il s'est pas caché pendant tout le match. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et ça résume parfaitement un peu ce que doit être cette équipe, comme je disais, parce que c'est un joueur qui est limité athlétiquement, qui est limité
dans le dernier geste parce qu'il a pas cette capacité pour l'instant à marquer 10-12 buts dans une saison et faire, au moins autant de passes décisives. Mais c'est un joueur qui a essayer pendant tout le match. Et forcément, quand tu essayes pendant tout le match, bah, tu finis par avoir des bonnes situations pour le coup. Et ça résume bien cet OM-là parce que tu peux être limité dans le talent, on va manquer de profondeur, on va pas avoir de joueurs super forts ou avec un gros CV comme on les a eu les autres années. Mais à force d'abnégation, à force de travail, tu peux livrer des performances plus que correctes. Et pour moi, ce soir, c'est ce que Angel Gomez a fait. Donc j'avais vraiment envie de le mettre en avant. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, vous, de votre côté, et Alba, peut-être que tu veux dire un mot déjà sur Angel Gomez avant de passer Ouais, à non, d'autres joueurs que tu veux mettre en avant. Angel Gomez top. Angel Gomez top. C'est bien qu'il ait des minutes, c'est bien qu'il soit à ce niveau. Moi, c'est un joueur qui, l'année dernière, j'ai trouvé inutile de le sortir à l'époque pour ramener Abdelli. Je trouvais pas ça correct. Alors que c'était un joueur de rotation que tu as remplacé par un autre joueur de rotation qui avait des performances moindres. Là, il retrouve son niveau de performance. Il est meilleur même que sous De Zerbi l'année dernière. Et ça reste un joueur qui, sur ce type de match-là, on va dire dans des configurations positives, il t'apportera toujours quand tu l'as un minimum en confiance. Donc, moi, je suis content. Bon, après, il faut que la feuille de stats, elle soit un peu meilleure. Mais je pense qu'avec la confiance, ça viendra. Parce que comme j'ai dit, sur les 6 mois qu'il fait à l'OM, l'année dernière, il a quand même marqué. Et pour un joueur qui stade pas beaucoup, il en a mis 3-4. Donc vraiment 3-4 pour un joueur comme lui, c'est non négligeable parce que ça peut monter à 7, 8, 9 sur la saison. C'est vraiment pas mal. Mais ouais, si je devais quand même sortir un joueur, bon après le temps tourne, mais le match d'Abdelli est intéressant, je trouve quand même. On en avait parlé, Younes, pendant le dernier épisode. Et j'en ai parlé aussi avec Walid sur Twitter avec Walid Acharchour. Je l'avais pas trouvé dingue ce match, mais la structure de Genesio fait que tu vas moins voir ses défauts parce que collectivement t'es rodé, parce que t'es moins mis dans la difficulté avec ce bloc équipe qui est assez compact et qui est plutôt bien organisé, donc t'es moins mis en difficulté. Et après, c'est un joueur là, pendant ce match, je l'ai trouvé bon avec ballon, intéressant sur deux, trois phases où tu te dis, bon, quand même, c'est pas un poids déjà pour l'équipe, c'est une première bonne chose. Et il a su faire vraiment gratter quelques ballons là où tu te dis, ah ben quand même, il est en mesure de bien lire les trajectoires, de bien lire des circuits de passe et intervenir au bon moment. On sait que c'est un joueur qui, voilà, athlétiquement avait quelques difficultés, notamment en termes de vitesse, de percussion et tout, mais je t'ai trouvé sur certaines phases bien intéressant. Après, c'est comme Peshao, il faut pas non plus, je pense, s'enflammer, se dire les mecs auront un niveau de performance qui sera top sur toute la saison. Il y aura des moments de down, et c'est là où pour eux, où là on va les attendre peut-être plus cette année, bon à juste titre, hein, parce que quand tu as 14, 15, 16 joueurs, ben, tu attends beaucoup plus de ces joueurs-là. Mais moi, j'étais satisfait de ce match et c'est bien de le souligner parce que ça sera probablement pas tout le temps le cas. Mais ces matchs-là, il ne faudra pas les oublier. Ouais, entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous vouliez particulièrement mettre en avant, Non, mais dans oh, dans dans ce dans ce dans cet esprit-là, Egan Riley, c'est un joueur, que j'ai senti un peu plus fit ce soir, j'ai senti un peu plus fit, que l'apparence qu'il laissait sur les dernières semaines, voire mois. Donc globalement, c'est, avec je vais dire assez trivialement, hein, mais c'est, sous Genesio, ça va être le niveau moyen des joueurs mid qui vont faire la différence en espérant qu'il y ait des top recrues qui rejoignent le groupe en fin de mois parce que là, tu es limité quantitativement plus que qualitativement. Et au final, si les joueurs mid arrivent à rester, à ne pas handicaper l'équipe et que Genesio arrive à ce qu'on voit plus leur bon côté que leur faille par rapport à l'année passée, si ça tourne bien comme ça peut être pas mal parce que comme Diaba, 15-16 joueurs, attends, oui, tu as 2-3 joueurs qui sortent du cadre, mais après, c'est les joueurs, quand je dis mid, hein, je me comprends, hein, des joueurs bons, mais qui, dans une autre vie, ne seraient jamais passés à l'OM, peut-être, tu vois. Et c'est ce joueur-là qui doivent, on va dire, performer. Donc, non, 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 à part ça, j'ai pas d'autres joueurs qui m'ont plus alerté que ça. Et voilà, juste Gouiri, on l'a dit, on le redit.
c'est bien qu'il mette ses 2 buts. Je trouve qu'il est pas encore en forme physiquement. Il est pas bien du tout physiquement, là, ça se voit. Il va au bout de ses efforts, mais voilà, on sent que donc voilà, c'est quand même positif qu'il ait les sensations techniques et qu'il arrive à il a pas tout bien fait, mais il a marqué 2 buts et c'est très bien. Très, très bien. Ce que je disais, tu as une soirée où tu es pas bon, tu mets 2 buts, rideau, on parle plus de toi, tu as fait ton match, merci, au revoir. Et ça, c'est pas anodin et jamais, jamais, jamais de la vie, mais jamais de la vie, je minimiserai 2 buts dans un match professionnel, que ce soit contre Strasbourg à 10 contre 11 ou contre le Paris Saint-Germain ou contre peu importe l'adversaire. Voilà, jamais de la vie parce que on joue au foot pour prendre du plaisir, mais le but c'est de marquer et il a marqué 2 buts. Et surtout quand tu es un numéro 9 et surtout quand on t'a Exactement. globalement reproché dans ta carrière, d'être un beau joueur, mais qui ne marquait pas assez ou pas tout le temps, assez. Pour le coup, je suis assez d'accord avec toi et Alban, on va mettre les pieds dans le plat parce qu'on en a déjà parlé tous les 2 en off. Nordine, tu mets ça un petit peu le dos sur l'aspect physique de d'Amine Gouiri. Tu as l'impression qu'il est pas forcément en jambes ou pas. On avait une crainte avec Alba, on va vous la partager. Ouais, C'est qu'on redoutait un petit peu le retour du Amine Gouiri qui n'a pas la bave aux lèvres, le retour du ouais, Amine Gouiri qui a pu être aperçu en deuxième partie de saison à Rennes, en deuxième saison à Nice, ce Amine Gouiri qui a même tendance un petit peu un peut-être peu chez à se nous, hein. à se regarder un peu jouer. Globalement, je trouve que depuis qu'il arrive à Marseille, et il a été très incisif. C'est vraiment le mot qui le caractérisait. Je crois qu'il y a aucune action qui le définit mieux que son premier ballon touché sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Il rentre contre l'OL, premier ballon, il est quasiment tout seul à porter l'attaque et il décide d'y aller et d'écraser cette frappe qui va finir dans les pieds de Greenwood pour un but et qui soulève le Vélodrome pour l'égalisation à ce moment-là. Mais je te trouve que depuis qu'il est à Marseille, il a vraiment eu ce déclic de jouer comme un neuf qui a faim pour le coup. Et en tant que beau joueur, il a eu tendance dans sa carrière à jouer comme quelqu'un qui n'avait pas faim justement, à jouer comme quelqu'un qui avait un peu le ventre repu, le joueur qui a bien mangé et qui ne mange que du caviar et qui ne se retrousse pas les manches, qui ne se salit pas trop. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec les retrouvailles de Bruno Genesio? C'était un peu ce qu'on disait aussi avec Albin. Je vous partage un peu la réflexion qu'on avait eue. On redoutait le fait qu'Amine Gouiri retombe un peu dans ses travers, dans cette facilité-là de connaître aussi bien le coach, d'avoir un coach qui le connaît aussi bien. Je crois que c'est lui qui le lance quasiment Ouais, en Ligue 1, ou en tout cas il l'a connu en jeune du côté de l'Olympique Lyonnais. On avait un peu peur de ça et je me demande si son début de saison, parce que la prépa non aussi elle est bonne, hein, ça reste Amine Gouiri. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un super neuf, il y a pas de débat. Mais à l'échelle d'Amine Gouiri, à l'échelle de sa progression, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'avec Bruno Genesio, il s'endorme un petit peu par rapport à la phase ascendante qu'on a avec Olivier? complètement, hein. Complètement. Moi, je pense que moi, je te rejoins à 100% et je pense qu'il y a vraiment vocation à ce que j'espère que Pep Genesio, enfin Bruno Genesio va le stimuler pour aller chercher encore le meilleur de Amine Gouiri parce que je me rappelle de Zerbi qui disait que Gouiri devait être un neuf qui a faim de but comme un Higuaín qui doit penser qu'au but tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sur ça, je suis d'accord. Et moi, je me rappelle que l'année dernière, déjà la saison dernière, je disais que un joueur de ce calibre-là, qu'à son niveau technique, il y a des imprécisions techniques qu'il peut pas se permettre. Parce que c'est un joueur qui est tellement bon techniquement, qui est tellement propre que c'est vrai que moi, j'attendais ces 2 buts, clairement. Bon, 1, ça me suffisait parce que la première mi-temps, je la trouve bonne. Dans l'ensemble, il fait remonter le bloc sur 2-3 phases. Je te dis quand même, c'est le haut niveau. Mais il y a toujours ces petites imprécisions, ces passes ratées, ces trucs, un peu pas téléphonés, mais tu te dis: «Ah, c'est quand même un œuf de qualité», mais encore aujourd'hui, il a ces petits défauts qui font un peu rager, tu vois? Parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie vraiment et je vais être plus dur avec lui sur certaines phases techniques et franchement, avec Younes, on se ment pas quand on dit que sur certaines phases, on s'est dit: «Ah, attention quand même» et même Opti pensait pareil. On s'est dit: «Attention quand même, on met ça sur le dos de la prépa», mais il y a quand même des signes qui lui faisaient relativement peur pour un joueur de ce calibre-là et qu'on avait déjà entreaperçu pendant 6 mois, à la deuxième partie de saison, même s'il y avait des circonstances atténuantes, attention, on les oublie pas. Mais voilà, moi j'espère, moi je lui laisse si il préfère, être un peu moins bon dans le jeu, mais mettre 22 buts cette saison, il peut. Pas de souci, parce que là, on a tellement besoin de buts, de ratio but, passe D que vas-y, il peut y aller.
Mais attention, quand je dis qu'il est pas bien physiquement, c'est un constat, c'est factuel. Ah Mais oui, après, est-ce qu'il fait tout? Non, 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 mais complètement. non, non, j'enlève pas un mot. Mais est-ce qu'il justement, je vais vous rejoindre, mais est-ce qu'il fait tout, pour, être prêt plus rapidement physiquement? Ça, je sais pas, je suis pas avec lui. Donc ça va être à lui de gommer ça, ça va être à lui de gommer ça. Et après sur le dernier aspect on a évoqué, oui, le côté peut-être qu'avec Genesio peut retomber dans cette, on va dire dans un certain Nonchalance, confort dans un nonchalance. certain confort qui lui font pas faire énormément d'efforts. Il y a de manière très rapide, là, très conjoncturelle, le prochain jour, il y a aussi le mercato. Il y a aussi le mercato. Donc, ça fait partie de ces joueurs qui ont une valeur marchande et il a peut-être pas le truc qu'Højbjerg a de s'arracher, de machin. Donc, des fois, des passes où tu t'appliques, tu trucs, et ben, tu vas peut-être la faire un peu de manière un peu plus relâchée ou dans le mauvais sens et qui va bloquer. Donc, ça va être aussi intéressant de voir comment ça va se passer à la fin du mercato et que j'espère que ça se passera. Enfin, j'espère pour l'OM que Gouiri restera parce que voilà, tu repartiras sur un autre joueur, blablabla. Donc voilà, on n'en est pas encore là du tout pour l'instant, mais ça va être intéressant aussi de voir qu'un joueur comme ça reste et est à fond dans le projet. Et comme tu l'as dit Alba, tant qu'il met ses buts, eh ben on dira qu'il a fait un bon match, hein, c'est tout, c'est neuf. Hein. On est globalement alignés et affaire à suivre, hein, pour Amine Gouiri qui restera enfin, moi c'est enfin, encore une fois, c'est une critique sans en être une, c'est une critique lucide, hein, c'est pas un reproche particulier au joueur parce que je suis très content de l'avoir comme attaquant de l'Olympique de Marseille pour le coup et j'espère qu'on va pouvoir le garder. Je vous pose la question et j'attends une réponse, simple en un mot, oui ou non. Est-ce que vous avez des flops ce soir? Moi non. Le Mourabet. C'est un top du coup. Mais je vous pose la Eh question parce que oui, non. Alba l'a parfaitement résumé tout à l'heure. Il a distilé un moment dans l'émission en disant que l'animation était tellement bien rodée et tellement bien travaillée, pour le coup, qu'elle permettait d'atténuer beaucoup de choses dans cet Olympique de Marseille, et tu parlais de CJ notamment à ce moment-là. Je suis entièrement d'accord parce que je ne vois pas de joueur que j'ai envie de souligner parce qu'il m'a déçu ce soir. Donc on va Pour qu'il y ait passer un cette flop ce soir, ça fait partie des soirs où il y a le fameux cas isolé dont je t'ai parlé. Pour qu'il y ait un flop ce soir, il faut qu'un mec prenne 2 jaunes parce qu'il a fait le con ou fasse un tacle de fou, tu sais pas pourquoi, d'un coup il tombe le tacle de fou, il prend un rouge. Voilà, t'as pas été comme ça parce que tout le monde a été cohérent, donc du coup pas de Mmh. flop. Voilà. En fait, c'est ça, c'est la force du collectif ce soir fait que tu as uniquement 2 catégories de joueurs dans le rang et les tops, qu'on a évoqués. J'ai juste un débat pour vous. Il nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer de conclure en 10 minutes et de toute façon, on est en début de saison, donc on va pas trop parler de la suite et cetera. On parlera de nos ambitions et ce qu'on attend de l'OM en quelques phrases. J'avais un débat pour vous. Moi, c'est un truc qui m'a occupé tout le match. C'est le double pivot, Abdelli Højbjerg. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé. Je pose la question en étant presque déçu quand Højbjerg marque à la fin parce que ça laisse une note positive, Ouais, peut-être moi ça à va, son match. tu sais que j'ai pas une grande, attente concernant Abdelli. Pour moi, ça doit être, quoi qu'il en soit, un joueur de rotation sur lequel tu pourras t'appuyer quand même sur une saison à 50 matchs. Tu pourras t'appuyer sur ce qu'il peut t'apporter parce que ça reste quand même un joueur correct, même s'il lui faut quand même une configuration particulière pour vraiment être très, très, très bon et que nous, on lui offrira pas cette configuration-là, hein, clairement. Et Højbjerg, c'est un joueur qui t'apportera quand même une certaine plus-value toujours à l'échelle de la Ligue 1, il y a pas de souci. Mais je suis pas, convaincu à 100 que ça soit le double pivot qu'aimerait avoir Genesio, je pense. Heu, Strasbourg a facilité le match, mais moi si je mets une note au milieu, je mets un petit 6,5, tu vois? 6,5, c'est bien. Tu vois, c'est au-dessus de la moyenne, ça a été top. Mais quand même, moi, je reste persuadé, même si Timber est parti pour, je sais pas ce que sera l'avenir avec Timber, mais moi, un milieu en plus, ça m'aurait pas choqué tant que ça. Non, mais pareil, je peux enfin, tu vois, Abdelli n'a pas une mobilité folle. Højbjerg pêche aussi, dans ce registre-là parfois. Ce soir, tu me demandes de parler de la performance de ce soir. Ah ben, ils ont su garder le niveau haut de l'équipe et ça, c'est une performance. Ils ont su ne pas handicaper l'équipe. Je parle surtout d'Abdelli qui avait, quelques performances, en demi-teinte, la saison dernière.
Donc correct, bon match des 2, Højbjerg qui marque à la fin. Non, bien rien à dire, rien à dire, positif, on continue, mais comme si on se projette un petit peu ou faut pas imaginer faire la saison avec les 2 quoi, tu vois? Après si les 2 font la saison, ils sont bons, mais c'est l'histoire du football. Ils me diront: «Ben Nordine, on t'a entendu, avec Younes et Alba dans RDS Débrief chez vous et je vous fais fermer la bouche» et ben je dirai: «Bravo les gars». Mais sinon, non, c'est pas avec ce milieu-là. Tu vois, c'est un milieu, enfin, Abdelli, ça fait penser au milieu d'il y a 10 ou 20 ans, où il y a peu de mobilité, où ça joue dans une petite zone. Et ça, c'est plus possible en 2026, où il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc pour faire quelques différences, surtout à ce poste-là. Ouais, Pour le coup, je voulais en parler en fait parce que, j'ai porté une attention particulière à leur match aux 2, et on va faire fi des 15 dernières minutes et je vais me focaliser principalement sur ce qu'on a vu, pendant 75 minutes sur ces 2 jours-là. On a vu clairement quelles étaient leurs limites et pourquoi on a été autant en difficulté l'année dernière sur certaines actions. J'ai en tête une action où Højbjerg va déclencher un pressing tout seul en première mi-temps, ou quasiment tout seul. Abdelli est à 40 mètres de lui, Gomes ne compense pas la place d'Højbjerg, on se retrouve avec un boulevard béant au milieu de terrain. On a vu Namassi pas mal se balader au milieu de terrain aussi. Je trouve qu'il y a eu quelques no man's land au milieu de terrain. L'avantage, c'est que la structure défensive derrière le milieu de terrain était très bien en place et donc ça n'a eu quasiment aucune conséquence et c'est aussi ça la force de Bruno Genesio quand tu parles d'animation défensive, c'est que finalement ces errances qu'on peut avoir au milieu de terrain qui sont liées, hein, qui sont inhérents au profil des 2 joueurs, bah, elles te mettent pas tant en difficulté là où l'année dernière ça te déséquilibrait complètement et ça te mettait dans des situations où tu concédais, beaucoup trop facilement. J'aimais bien comparer les 2 parce qu'en fait, pour moi, c'est 2 joueurs qui se ressemblent un petit peu dans la mesure où ils ont des défauts, des lacunes qui sont problématiques et c'est principalement les mêmes. C'est qu'ils ne couvrent pas assez de terrain tous les 2. Ils ont une certaine lourdeur dans les déplacements qui fait qu'il manque un petit peu d'explosivité ou de vivacité. Ils sont Ils ont tous les 2 les qualités pour être très bons dans l'impact, au duel. Alors je trouve que Højbjerg est globalement meilleur que Abdelli dans ce domaine-là, mais ce soir Abdelli fait un très bon match à ce niveau-là et c'est plutôt plaisant. La réflexion que je me faisais, c'était principalement sur Abdelli. J'ai trouvé son match intéressant, mais je le trouve beaucoup trop neutre et c'est pas pour lui tomber dessus, hein, que je dis ça. Je fais pas partie de ceux qui veulent, lui tirer dessus. Il a été la tête de Turc de manière injustifiée l'année dernière. Je dis ça parce qu'en fait, je pense que le rôle à côté d'Højbjerg est tellement ingrat, Højbjerg dézone tellement et tellement imprévisible et lui, pour le coup, ne joue que sur ses qualités. Vraiment, il s'en fiche de ses défauts, il essaie pas de gommer ses défauts et donc du coup, bah, on a toujours un Højbjerg qui est toujours aussi clivant dans la fanbase parce que j'ai vu, sur Twitter notamment ce soir, beaucoup de gens qui l'encensaient et beaucoup de gens qui le tiraient du doigt sur lui et je pense que les 2 ont raison, sur certains points. La différence avec Abdelli, c'est que j'ai trouvé en fait focaliser sur le fait de compenser un petit peu les errances d'Højbjerg et surtout de cette volonté un petit peu de faire un petit peu au plus simple et au plus efficace. Je trouve qu'il a manqué un petit peu de personnalité avec ballon. Il y a 3 actions dans le match qui m'ont particulièrement marqué, où il a eu beaucoup de personnalité et en fait, je me disais: «Mais en fait, c'est exactement ça que tu dois faire Abdelli. Tes défauts, tu vas jamais réellement les gommer». Donc j'ai envie de te dire, limite, fais comme Højbjerg en fait. Joue sur tes qualités fortes et tant pis pour les défauts. Tu passes trop de temps à essayer d'atténuer tes défauts et tu n'exploites pas assez tes qualités. Fais all-in sur tes qualités, ça fait un peu écho à ce que disait, Arsène Wenger à Robert Pires quand il arrivait en première ligue en lui disant: «Voilà, tes qualités, c'est la vitesse et le dribble. Joue sur ça, le reste, on s'en fiche, la qualité physique et cetera, on s'en fiche, joue que sur tes qualités». Et Abdelli, pour le coup, l'a fait par intermittence sur deux trois ballons où c'était intéressant. J'ai envie de dire: «Mais en fait, ne joue que comme ça, joue sur tes qualités tout simplement. Tu es un bon joueur de ballon, heu, essaie d'avoir plus de personnalité, dans les lignes de passe que tu vas trouver plutôt que de toujours jouer en retrait ou trouver la pure remise qui est un peu la version simple et je trouve qu'il a un peu touché du doigt ce vers quoi il devrait tendre pour avoir, bah, ce rôle qui serait utile à l'Olympique de Marseille, à savoir dans la rotation, parce que je pense pas pour moi, qu'il doit jouer titulaire cette saison et j'espère que, bah, ce match-là lui a fait du bien parce que globalement c'est un match plutôt positif de sa part et j'espère qu'on aura une bonne version d'Abdelli parce qu'il y a des choses à nous apporter sur cette saison, je pense. Ouais, mais c'est question de confiance aussi, Younes. Bien sûr, Tu vois, quand Pires arrive, c'est une bombe atomique. Lui, quand il fait sa deuxième saison, il sait très bien que s'il manque une passe et qu'il y a but de Strasbourg, il est peut-être dans bien sûr, l'avion de demain pour un club de Ligue 2 ou tu pour as un club de entièrement fin de raison, tableau de Ligue 1. C'est question de tu as entièrement confiance et raison. lui, il est dans son rôle où je pense qu'il se dit, il y a quelque chose cette année à gratter. L'effectif est amoindri quantitativement.
je vais faire partie des mecs au milieu de terrain qui vont pouvoir, comme l'a dit Alba, dans une saison 50 matchs à jouer. Donc en fait, lui, ce qu'il veut être, c'est ne pas être sur la photo de famille, tu vois, tout simplement. Mais en C'est-à-dire que fait, c'est lui, ça. mais oui, mais des fois, je te jure, je sais que des fois ça peut être frustrant, mais regarde, dans une soirée comme ça, on en parle parce que là, je suis avec des puristes, des mecs comme Alba, comme Younes, comme machin, mais en vrai de vrai, dans le stade Vélodrome. À part le mec qui va dire Abdelli ce soir, bah ouais, ça va, ça passe. Ah ben tu vois, en fait, en mine de rien, il y a des mecs qui font des carrières en étant ça passe. Eh oui, Mais, ça passe. mais Tu vois, tu vas jouer en Ligue 1. Là, s'il arrive à parce qu'en fait, l'idée, tu as parlé de 3 ballons, eh ben, l'idée pour les matchs d'après, c'est de passer à 5 ballons. L'idée du match d'après, exactement. c'est de passer à 7 ballons. L'idée, c'est dans un contexte plus difficile, à gratter des fautes, à être intéressant, jusqu'au point où ben, le mec, il va même aller plus loin parce que il aura justement gommé. En fait, le foot, il faut jouer sur ses qualités, mais quand tu as des défauts trop criants, il faut aussi gommer tes défauts. Tu vois ce que je veux te Bien sûr, dire? Et mais tu as Abdelli, entièrement raison. non, mais le problème, c'est qu'il avait des défauts trop criants. Il avait des défauts trop criants. Des fois, il rentre l'année dernière en Coupe de France contre Rennes, bah, contre Toulouse, pardon, quand il rentre à la mi-temps. Waouh, waouh, lourdeur. Il fait des talonnades, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et ben là, au moins, les choses simples, il les réussit. Et de temps en temps, il complexifie un peu son jeu. Parce qu'au final, on dit que le football, c'est bien joué quand c'est simple. Non, c'est quand tu fais des choix compliqués qui paraissent simples parce qu'ils paraissent évidents après que tu les aies faits. Et là, c'est Abdelli, va chercher ça, mais ça, c'est l'étape d'après. Fais-moi 5 matchs comme ça, mon tonton. Et après, tu vas chercher la quatrième, cinquième passe que Younes veut. Là, pour l'instant, n'écoute pas Younes. Fais ton match tranquille. Et après, tu vas écouter Younes après. C'est le Ah, conseil que je lui mais donnerais. on dit peu ou prou la même chose. C'est juste qu'en fait, je veux pas qu'il s'enferme dans ce rôle un petit peu de neutre et tu l'as très bien dit quand tu as dit: «Il joue pour ne pas être sur la photo de la fa de famille». Bah, justement, à l'inverse, joue pour être sur la photo de famille positive d'un but de l'OM parce que tu as clairement les qualités pour ça, pour le coup et tu as une vraie carte à jouer pour ça. Donc ne joue pas avec la peur entre guillemets, «lâche le frein à main», et ne t'enferme pas dans ce rôle de celui qui va compenser les errances d'Højbjerg parce que c'est un rôle ingrat de jouer à côté d'Højbjerg. On n'a jamais pour l'instant réussi à trouver le joueur qui le compléterait parfaitement et c'est dommage parce que ça, si on avait ça, bah, pour le coup, on aurait que le nectar d'Højbjerg et on aurait d'autres qualités à côté. C'est vous à l'échec d'être celui qui compense Højbjerg et tu vas t'enterrer toi-même. Beaucoup de joueurs se sont brûlés les ailes, notamment Vermieren, à vouloir compenser un petit peu ce que faisait Højbjerg. Ne t'enferme pas dans ça, ne va pas dans ce rôle-là, mais essaye d'aspirer à toucher ce rôle, comme tu le disais, de joueur un peu plus créatif avec ballon et avec un peu plus de personnalité. Et peut-être pas maintenant, je parle à l'échelle de la saison, tu as raison, peut-être que s'il a besoin de 3, 4 ou 5 matchs comme ça pour toucher ça plus tard, bah écoute, on lui donne ces 3, 4, 5 matchs, il y a pas de problème, mais je veux juste qu'il ait bien en tête que et c'est pour lui, hein, je pense que si j'étais à sa place avec un peu d'empathie, c'est ce que j'essaie de faire. Je me dirais que cette saison, mon objectif, c'est vraiment de finir la saison dans ce rôle là de joueur qui a cette personnalité et qui peut faire des différences avec ballon. Il l'a fait une ou deux fois ce soir avec deux trois actions avec personnalité et je pense qu'il a le bagage technique pour nous offrir ça de manière plus assidue dans la saison. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour en un mot rapidement. C'est quoi le mot d'ordre pour cette saison? Bah, je vais pas dire l'espoir, on a tous les mêmes en vrai, on va pas se mentir, mais l'ambition que doit être, enfin l'ambition que doit avoir pardon cet OM cette saison. Top 4, un top 4 et Et est-ce que tu y crois? un ouais, franchement, ouais, j'y crois, moi. Moi, j'y crois. Le top 4, j'y crois parce que la Ligue 1, elle est ce qu'elle est, parce qu'avec une équipe suffisamment cohérente, il y a pas des moments de down trop prononcés. Je pense que tu es en mesure d'aller chercher quelque chose parce que Lyon est pas plus fort que toi, Non. parce que Lens est pas forcément plus fort que toi, parce que Lille est pas forcément plus fort que toi, parce que Monaco est pas plus fort que potentiellement plus fort que toi. C'est des équipes qui sont dans un même ranking, je pense. Tout le monde peut aller chercher une deuxième place, comme tout le monde peut terminer septième. Après quand même un petit, point positif pour Lens, quand même, à voir ce que ça a donné Top Müller sur la saison. Mais, Mmh. je pense que ça peut le faire. Et après, globalement, je pense que le top 4, moi, j'y crois. J'y crois et même, sans départ. Parce que pour moi, cet effectif-là, il peut tenir jusqu'à janvier. Et après janvier, tu réajustes encore, tu vois, avec les départs que tu as. Mais cet effectif peut durer jusqu'à janvier. On parlait de top 7 en janvier. Pour moi, c'est une priorité top 7 janvier et top 4 fin de saison. Nordine?
Top au niveau d'objectif, purement comptable, top 4. Et je pense qu'il va falloir être habile sur la Ligue Europa, la vérité. Des fois, faut assumer, laisse des mecs à la maison. C'est la première année que je le dis. Moi, tu l'OM, moi, je suis dans un état d'esprit où tu l'OM, tu joues tout à fond. Mais pour moi, Ligue Europa, il faut essayer de faire tes 9 points rapidement pour passer de la première phase de groupe. Donc, tous les matchs bourbiers, tu lèves les gros. Je dis normal, hein, tu lèves les gros, tu mets les jeunes. Tu essaies d'être cohérent. Et tous les matchs à domicile où tu dois faire les points, tu mets la grosse équipe, tu te fais tes 9 points, 10 points. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as quand même 8 matchs, mais je crois que tu as 6 matchs, tu as 6 ou 7 matchs de phase de préliminaire avant la trêve. Donc du coup, tu as un effectif qui quantitativement, je vais y arriver, est plutôt mince et c'est là que tu peux te mettre en difficulté sur le championnat. Donc là, de manière assez assumée, il faut être intelligent sur la Ligue Europa, ce qui peut te permettre d'être dans ton objectif qui pour moi doit être le même. Moi, celui d'Alba, pour moi, cette équipe, elle a le niveau top 5. Mais quand tu es footballeur et tu es ambitieux, donc ça doit être top 4. Parce que je corrobore tous les propos de notre ami Alba sur le niveau intrinsèque des autres équipes, même si Lens est porté à un temps d'avance sur beaucoup de choses, mais il y a l'impondérable de la Coupe d'Europe qui va faire que ça va rabattre les cartes et ça va être ça l'intelligence, parce que Lens l'année dernière a fait une saison sans Coupe d'Europe, a fait une admirable saison. Là, cette année, il y a la Coupe d'Europe et du coup, c'est là qu'on va voir que tu auras peut-être ta chance si toi, ta Coupe d'Europe, tu la gères bien. Donc ouais, top 4 et retrouver quelque chose de plus sain dans le club de manière plus générale, sans paraphraser ce qu'a dit Alba sur plein de choses au début du live. Bah, comme vous, je l'espère, j'y crois. J'ai un petit peu peur, je vous mens pas, parce que pour moi l'effectif est un peu trop limite pour tenir sur la durée, mais j'aime bien le séquençage d'Alba, pardon, de penser à l'objectif à décembre et ensuite de penser à comment tu pourras te réajuster en janvier pendant le mercato avec les sorties et les départs. On a vécu une belle soirée, on a vécu quand même beaucoup de négativité au cours des 6 derniers mois, donc j'ai pas envie de mettre l'emphase sur, l'aspect négatif qui me fait redouter et on va conclure sur ça. On va, déguster un petit peu cette première journée de Liga et regarder un petit peu ce que font les autres ce week-end. On va aussi découvrir un petit peu où en est chacun, à l'aube de la fin du mercato. Nous, on va a priori, sauf, claque au Roison Park, dimanche soir, être, leader de Ligue 1 peut-être lundi matin. C'est tout le mal qu'on se souhaite. En tout cas, on va se délecter de cette journée de Ligue 1 dans la peau d'un OM qui a explosé Strasbourg 4-0 ce soir et qui signe un départ, assez intéressant et assez enthousiasmant. C'était pas gagné au vu de l'été qu'on a passé. Merci les amis Comme clair. pour votre temps ce soir. Merci à tous, et à tous ceux qui nous écouteront. On se Merci à toi, retrouve Younes. mercredi soir pour l'hebdo de, RDS, pardon, et on vous souhaite un très bon week-end. Bonne Bonne soirée. soirée, bonne Ciao, ciao. journée, Merci Alba. Ciao, ciao Merci tout ce Younes. que vous voulez. Ciao, ciao la team.